Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette conférence virtuelle sur le colonialisme médical au Québec et au Canada. Cette conférence vous est co-présentée par Amnesty International Canada francophone et la Ligue des droits et libertés. Je m'appelle Marissa Berry-Mendez, je suis responsable des campagnes ici chez Amnesty International et je co-animerai la conférence avec ma collègue Catherine Descoteaux de la Ligue des droits et libertés. Je voudrais souligner qu'il s'agit d'un événement bilingue qui se déroulera majoritairement en français. So for any Anglophones listening, this will be a bilingual event with the main presentation in French. If you require interpretation, please click on the interpretation icon below at the bottom of your screen and select your language. Mes collègues Samir, Catherine et moi nous joignons à vous à partir de Tiohtià:ke ou Montréal, où sont situés les bureaux d'Amnesty International Canada francophone ainsi que ceux de la Ligue des droits et libertés. Je voudrais reconnaître que nos bureaux sont situés en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nombre d'entre nous sommes virtuellement réunis aujourd'hui. Tiohtià:ke est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. Et c'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Je sais que nous comptons parmi nous des participants et participantes de partout au Québec et au Canada, et même au-delà. Donc, je vous invite maintenant à partager dans le chat de quel territoire vous vous joignez à nous. Et si jamais vous n'êtes pas certaine de sur quel territoire vous êtes situé, je vous invite à consulter l'outil de cartographie nativeland.ca que ma collègue Anna va partager dans le chat. C'est un outil très intéressant. Alors, cette conférence virtuelle est la première dans une série de 2 qui sert à lancer le livre « Plus aucun enfant autochtone arraché » pour en finir avec le colonialisme médical canadien de Samir Shaheen-Hussein, notre conférencier. La deuxième conférence aura lieu le 2 juin. Vous pouvez déjà vous y inscrire et Catherine nous en parlera davantage un peu plus tard. Alors, pour vous donner un bilan du déroulement de la soirée, je vais poursuivre en faisant le point sur quelques détails techniques. Par la suite, je vous présenterai la thématique de notre conférence ainsi que notre conférencier. On poursuivra avec la présentation de la part de notre invité et enfin, il y aura le temps pour une période de questions. Alors, je réitère pour l'interprétation. Pour utiliser l'interprétation, vous pouvez cliquer sur l'icône globe en bas de l'écran et sélectionner la langue de votre choix. So for interpretation, please go to the bottom of your screen and click on the globe icon in order to select your language of choice. Tandis que la présentation se fera en français, la période des questions va probablement être bilingue et vous pouvez toujours poser vos questions dans la langue de votre choix. So the presentation will be made in French, but the question period will be bilingual and you can ask your questions in the language of your choice. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour donner un énorme remerciement à nos 2 interprètes, Myriam et Claudia. Quelques autres détails techniques. Votre microphone est évidemment désactivé pour une meilleure audibilité des panélistes. Vous pouvez converser en tout temps avec les animatrices et les participants et participantes via le chat. Par contre, si vous avez des questions à poser aux conférenciers, vous pouvez les mettre en tout temps dans la boîte de questions et réponses. Ça va nous aider à distinguer les commentaires des questions qui sont destinées à notre conférencier. Si vous tweetez en direct du webinaire, n'oubliez pas de nous identifier. J'ai juste mis en fait l'identifiant de Amnesty, mais ça ne va pas être difficile pour vous de trouver l'identifiant de la Ligue des droits et libertés. Alors, procédant aux thématiques de la conférence, on est dans un contexte où le décès médiatisé de Joyce Echaquan le 28 septembre 2020 a mis en lumière le racisme systémique auquel font face les personnes autochtones dans le système médical québécois.
Près d'un an, jour pour jour, après la publication du rapport de la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec, aussi connu comme la commission Vient. Juste quelques jours avant, le livre Plus aucun enfant autochtone arraché a été publié dans sa version anglaise. Dans le livre, le pédiatre urgentiste Samir Shaheen Hussein documente et examine les multiples manifestations de racisme systémique dans le système de santé à travers l'histoire et le présent colonial du Canada, ainsi contextualisant des tragédies comme celle de Joyce Echaquan. Aujourd'hui, nous sommes à la veille du début des audiences de l'enquête sur la mort tragique de Mme Echaquan qui auront lieu du 13 mai, demain, au 2 juin. Dans le contexte de celle-ci et du soutien grandissant pour le principe de Joyce à travers le Québec, Amnesty International Canada francophone et la Ligue des droits et libertés vous présentent cette série de 2 événements sur le colonialisme médical dans le système de santé québécois et canadien. Et pour vous dire un mot sur notre conférencier ce soir, il est pédiatre urgentiste et auteur du livre « Plus aucun enfant autochtone arraché » pour en finir avec le colonialisme médical canadien. Samir Shaheen Hussein milite depuis une vingtaine d'années dans divers mouvements anti-autoritaires d'action pour la justice sociale, dont les mouvements de solidarité avec les peuples autochtones, de lutte contre la brutalité policière et de justice pour les personnes migrantes. Il est membre du collectif Soignons la justice sociale et l'auteur et le co-auteur de nombreuses publications sur les soins de santé et la violence d'État. Il est professeur adjoint à la faculté de médecine de l'Université McGill et il pratique comme pédiatre urgentiste à Tiohtià:ke, Montréal. Donc, sans plus tarder, Samir, je passe la parole à vous. Merci beaucoup, Marissa. Je vais juste partager mon écran. Parfait. Donc, si Catherine ou Marissa, vous pouvez juste faire un signe que ça fonctionne. Oui, parfait. Merci. Donc, merci beaucoup, Marissa, pour l'introduction. Merci à Amnesty et à la Ligue des droits et libertés d'avoir organisé cette série de conférences, en fait. Merci beaucoup à plusieurs personnes, à Anna, à Claudia, Myriam qui font la traduction, à Martine et Dominique qui ont aussi été impliqués, et Linda, behind the scenes, comme on dit. Anyway, je pense que c'est très important de pouvoir discuter de ces enjeux-là ici au Québec, particulièrement, comme Marissa a dit, dans le contexte de l'enquête publique par rapport au décès de Joyce Echaquan qui commence demain, en fait. Donc, de mon côté, comme Marissa a dit, je suis pédiatre urgentiste. Je travaille, je suis aussi professeur adjoint. Je vais, côté objectif, je ne vais pas faire ça trop académique, là, mais côté objectif, je vais essayer de faire un survol de la campagne Tiens ma main. Je vais démontrer comment le colonialisme médical et le racisme systémique anti-autochtone se manifestent au Québec et au Canada. Et je vais décrire les composantes du rôle de l'establishment médical canadien dans le projet colonial génocidaire à travers la violence infligée aux enfants autochtones. Juste quelques points avant même de commencer. Je veux juste dire que moi, évidemment, ma perspective, ça vient d'une perspective d'un médecin, d'un pédiatre. Je ne prétends pas, je ne suis pas autochtone, je suis colon ici. Mes parents ont immigré ici dans les années 70. Et je ne prétends pas parler, évidemment, pour les personnes et les communautés autochtones. Pour moi, l'enjeu ici, c'est vraiment de tendre un miroir à l'establishment médical dont je fais partie. Donc, ça, c'est un point. Puis l'autre, c'est que quand j'avais écrit le livre, en fait, mon éditeur m'avait donné un conseil, puis il avait dit « show, don't tell ». Il avait dit « montre, ne raconte pas ». Donc, c'est ça que je vais aussi essayer de faire un peu au moins durant la présentation, au moins pour la première partie.
J'ai aussi dit aux interprètes de me ralentir, de me faire signe si jamais je parle trop rapidement, parce que des fois, j'ai la tendance à faire ça, mais je vais essayer de faire attention. La présentation va durer probablement aux alentours d'une heure. Puis après, comme on a discuté, on pourrait avoir des questions pour terminer tout vers 19h30. Donc, juste côté divulgation, je n'ai pas de conflit d'intérêt à divulguer, évidemment, sauf évidemment le fait que la plupart du contenu vient de mon livre, mais toutes mes redevances du livre sont redirigées vers les organismes désignés en soutien aux enfants et jeunes autochtones et leur communauté. Donc, en fait, ce sont six organismes qui vont recevoir mes redevances des ventes du livre en français et en anglais. Avant de commencer, je voulais aussi remercier et reconnaître Cindy Blackstock et Ellen Gabriel. Les deux sont des militantes autochtones assez bien connues. Et puis, elles militent sur ces enjeux de justice pour les communautés autochtones depuis des années, des décennies même. Et leur lutte continue à ce jour-ci aussi, pour les deux, en fait, dans leur vie respective. Elles continuent de confronter, en fait, les gouvernements coloniaux pour que les choses changent pour leur communauté et pour les communautés autochtones au Québec et au Canada. Et je les remercie aussi parce que j'aurais dû dire, elles ont contribué au livre. Donc, Cindy a écrit la préface et Ellen a écrit la postface. Et puis, je dis toujours que pour moi, leurs contributions font partie intégrale du livre. Ce ne sont pas juste des ajouts, c'est vraiment des parties intégrales, dans le sens que j'aurais écrit le livre différemment si elles n'avaient pas fait ces contributions-là. Je voulais aussi remercier les familles qui ont pris la parole de façon très courageuse durant la campagne Tiens ma main en 2018. Comme je dis, ça prend beaucoup de courage de pouvoir faire ça, particulièrement tenant compte d'avoir un enfant qui est malade ou d'avoir des plaies, en fait, liées à cette pratique dont je vais parler, qui dans certains cas, était toujours ouverte. Donc, comme je dis souvent, la campagne n'aurait pas eu un âme si ce n'était pas pour la courage de toutes ces familles-là. Donc, juste pour faire un peu mise en contexte, disons, la pratique de non-accompagnement d'évacuation euromédicale du Québec, ça existait depuis les années 80, en fait, depuis la naissance d'EVAC. Et ce que ça voulait dire jusqu'en 2018, c'était que pour les enfants à travers le Québec, qui avaient besoin d'être évacués de façon urgente par avion-hôpital, ces enfants n'avaient pas le droit d'avoir leurs parents avec elles et avec eux durant le transport. Ce que ça voulait dire, c'était que ces parents-là devaient se rendre à l'hôpital après, soit de leurs propres moyens par la route, si c'était possible, ou en prenant le prochain vol si la voie routière n'était pas possible. Et vous pouvez imaginer, pour les enfants, c'était traumatisant d'être amenés dans cet avion, un grand avion comme ça, sans parents, sans proches, avec des personnes qu'on ne connaît pas, qui ne parlent souvent pas la même langue, dans le cas des enfants autochtones du nord du Québec, qui sont en train de nous examiner, de faire des tests, des prises de sang, des rayons X, etc. Et c'était la même chose quand ces enfants arrivaient à l'urgence. Et de notre côté, au Children's, moi je travaille à l'hôpital de Montréal pour enfants, notre région qu'on dessert, en fait, c'est la région que vous voyez en rouge. Donc, c'est sûr que de notre côté, tous les enfants qu'on voyait qui arrivaient seuls
après une évacuation aéromédicale, c'est toujours des enfants autochtones du nord du Québec, parce qu'on est responsable pour les enfants de Ioishi ou des terres cries de la baie James et pour Nunavik, les Inuits de Nunavik. Et donc, les enfants dans les régions gris qu'on voit ici, ces enfants-là allaient soit à Québec ou à Sainte-Justine, à l'autre hôpital de Montréal, à l'autre hôpital pédiatrique de Montréal. Et donc, mais ce qu'on a réalisé, c'était que, en creusant un peu l'enjeu, c'était que les enfants autochtones du nord du Québec, en particulier, étaient impactés de façon disproportionnée par cette pratique-là. Et une des raisons, on peut voir par cette carte-là, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais principalement ce que vous voyez, c'est que la ligne tracée en noir, c'est la couverture de vol de l'avion hôpital. Donc, c'est-à-dire que l'avion hôpital couvre tout ce territoire-là. On voit qu'il y a certaines communautés vraiment dans le nord du Québec, comme Salouit, par exemple, dans le nord de Nunavik, où le Challenger ne pouvait pas atterrir. Et dans ces cas-là, il y avait en fait un autre avion local ou régional qui amenait ces enfants-là dans les 3 communautés de Nunavik qui pouvaient recevoir le Challenger, c'est-à-dire Kuujjuaq, Kuujjuarapik et Puuvorniituk. Et donc, de là, le Challenger les apportait vers le sud. Mais ce que vous voyez dans le rouge, le vert et le mauve, c'est que ça, c'était la navette. Puis la navette, ça roulait ou ça volait quelques fois par semaine. La navette avait deux ou trois, 2 infirmières tout le temps. Et désolé, je pense qu'il y a juste un problème technique. Vous me direz, Catherine ou Marissa, si, quand je dois recommencer. Et merci pour ça. Anna, je fais appel à toi. Peut-être tu pourras nous dire quand l'enjeu est résolu. Je pense que c'est au niveau de l'interprétation, Samir, si tu peux désactiver l'interprétation sur ton ordinateur. Sur mon ordinateur? Sur ton... un peu plus bas, interprétation. Ouais. Et tu peux faire désactiver parce qu'on entend la traduction en anglais pendant que tu parles. Je pense que Myriam vient de dire que c'est correct maintenant. Je vais essayer parce que pour moi, ce n'est pas, engagé, mais je vais juste recommencer puis on va voir si ça fonctionne. Merci beaucoup. Donc c'est ça, avec la navette, il y avait 2 infirmières et sur la navette, on avait le droit d'avoir des parents, en fait. Et puis, donc, ce qu'on voit avec cette carte-là, c'est que si, par exemple, on a un enfant en Gaspé qui a une fracture du bras, et ça pouvait attendre, disons, quelques heures, peut-être même 24 heures, parce que des fois, on peut mettre un attel, on peut attendre pour le transfert. Cet enfant-là pourrait prendre la navette avec une proche. Mais il n'y a évidemment pas de navette dans le nord du Québec qu'on voit ici. Et donc, du coup, la seule façon pour cet enfant-là, un enfant avec le même diagnostic, un bras cassé, par exemple, va devoir prendre le Challenger. Et donc, du coup, pour le même diagnostic, l'enfant ne va pas pouvoir avoir un proche avec lui ou avec elle. Donc, ça, c'est une des raisons qu'on voyait que ça affectait de façon disproportionnée les enfants autochtones du nord du Québec. Les autres raisons sont liées aux déterminants sociaux de la santé. Donc, juste pour faire un aperçu très rapide par rapport aux déterminants sociaux de la santé, on parle des conditions dans lesquelles on naît et qu'on grandit et on vit. Donc, c'est-à-dire, on sait, par exemple, la littérature médicale et scientifique là-dessus est très, très claire que si on vit, par exemple, dans un quartier où il y a l'air, la qualité de l'air, c'est pas génial, où il n'y a pas beaucoup de parcs, où il n'y a pas d'épicerie à proximité, des choses comme ça, ça va évidemment avoir un effet sur notre santé. Ça va de soi, mais la littérature médicale, c'est clair là-dessus. Et donc, ce qu'on voyait, en fait, c'est que
pour les enfants du nord du Québec, pour ces raisons, en lien avec les conditions de vie, ces enfants-là avaient plus la chance de devoir être transférés vers le sud par avion-hôpital. Je donne 2 exemples ici, puis ça, c'est d'un rapport du gouvernement du Québec, en fait, qui a été publié en 2014-2015. On voit que les enfants de Nunavik et des territoires cris de la baie James ont beaucoup plus de chances d'avoir des maladies de l'appareil respiratoire et de lésions traumatiques et des empoisonnements. Ce sont toutes des raisons, en fait, pour lesquelles les enfants vont être transférés chez nous. Donc, on voit comme c'est genre, en fait, une explication structurelle dans un sens, parce que ces enfants-là, juste par la contingence de la naissance, the accident of birth, vont avoir plus de risques de devoir être transférés chez nous. C'est une des raisons pour laquelle on disait que ces enfants-là étaient impactés de façon disproportionnée. Cette citation-là, ça vient en fait d'un collègue à l'urgence qui, dans ce contexte-là, on avait eu un enfant qui était envoyé seul et puis on discutait là-dessus. Puis lui, en fait, et puis ça, c'était en 2017. Donc ça, c'était avant que j'ai vraiment commencé à creuser l'enjeu. Il a dit, malheureusement, la cause fondamentale du problème des enfants séparés, c'est le racisme systémique. Puis c'est quand même intéressant parce qu'à ce moment-là, quand il avait dit ça, moi, je n'étais pas arrivé à cette conclusion. Parce que moi, à ce moment-là, je pensais vraiment que c'était une pratique qui existait à travers le Québec, ce qui est vrai, mais je n'avais pas vraiment complètement compris la façon disproportionnée que les enfants autochtones du nord du Québec étaient impactés. Mais ce qu'il dit, ça revient à ce qu'on appelle les déterminants structurels de la santé. Puis les déterminants structurels, en fait, sont les causes qui contribuent aux causes des déterminants sociaux. C'est-à-dire, ce sont les politiques en gouvernance, ce sont les politiques en soins de santé, les politiques en logement, les politiques en éducation, qui vont avoir des effets, puis on peut voir les effets qui découlent de ces politiques-là, vont avoir des effets jusqu'à ces enfants-là et sur la santé et leur bien-être. Et on peut voir ici, ça c'est un tableau d'un rapport de l'OMS, en fait, de l'Organisation mondiale de la santé. Puis à la fin, ici, on voit, ça dit valeurs sociétales et culturelles. Donc, c'est là que ça vient la question du racisme systémique, parce qu'on parle souvent d'une culture qui existe. Et puis cette culture-là, ça existe dans le domaine de la santé aussi. Je vais y revenir plus tard. Donc, en janvier 2018, après qu'on avait en fait envoyé une lettre au gouvernement et à l'EVAC pour que les choses changent, on a lancé la campagne parce qu'il n'y avait pas de réponse, il n'y avait pas d'engagement concret pour dire que on va vous donner un échéancier, puis on va arrêter cette pratique dans, disons, 6 mois. Il n'y avait pas cet engagement-là. Donc, on a lancé la campagne le 24 janvier 2018. Ça a fait la une de plusieurs journaux. C'était vraiment très médiatisé. Il y avait beaucoup de soutien public aussi. Et immédiatement après, la réaction initiale du ministre de la Santé, de l'ancien ministre de la Santé, Gaétan Barrette, c'était qu'il n'y avait pas de plan pour changer les choses à ce moment-là. 3 semaines plus tard, après beaucoup de pression publique et dans les médias, il y a un changement. Donc, Anna, si tu pourrais jouer la conférence de presse. C'est un clip de 2 minutes, mais je pense qu'on pourrait juste jouer la première minute. La première minute. Je vous annonce aujourd'hui que nous allons harmoniser notre réglementation avec celle qui existe ailleurs au Canada. Donc, dès que les aménagements sont mis en place, parce qu'il y aura lieu d'avoir certains aménagements, les parents, ou un parent, parce que c'est une question évidemment d'espace, pourra accompagner un enfant.
son enfant. Condition, c'est le pilote, en toutes circonstances, ici comme ailleurs au Canada, dans la réglementation fédérale, qui est maître à bord. Si le pilote considère qu'il y a un risque de sécurité en embarquant un parent, pour toutes sortes de raisons, je vais en donner une simple, agitation, mais il aura le loisir de dire non. Maintenant, pour que les choses soient bien claires pour vous, il est faux de dire qu'au Québec, on ne transporte pas les parents. Alors, on a 3 avions qui sont de niveaux différents. Alors, l'avion qui est le plus simple, qui fait la grande majorité, plus des 2/3 des transports en réalité, si on inclut les urgences, c'est 75% des transports au Québec avec un Dash 8. L'avion Hélice qui est derrière moi, qui, lui, aujourd'hui, accepte les accompagnateurs. Et il les a toujours acceptés et ça va être encore le cas. Il n'y aura pas de problème dans le nouveau Challenger. Merci. Je vais juste venir full screen. Voilà. Donc, je vais pas commenter sur ce qu'il a dit, mais la raison pour laquelle je voulais évidemment mettre ça souligner, c'est juste ce qu'il a dit par rapport à agitation, il avait dit. Donc, on va revenir là-dessus. Après cette annonce, nous, on s'attendait à ce que les choses vont changer. Mais quelques semaines après, il y avait eu ce cas qui était médiatisé. Ça, c'est Charlotte Munich et sa fille. Donc, sa fille a dû être transférée de Kuujjuaq chez nous aux soins intensifs. Et Charlotte Munich n'a pas eu le droit de l'accompagner après, en dépit de l'annonce qui avait été faite quelques semaines auparavant. Et donc, elle était vraiment... elle ne comprenait pas comment c'était possible. Donc, elle voulait vraiment dénoncer ce qui est arrivé. Puis, courageusement, elle a décidé de parler aux médias. Maintenant, je vais vous partager une vidéo de l'Assemblée nationale qui a eu lieu, un échange qui a eu lieu le 1er mai 2018. C'est 2 minutes à peu près. Si 2 minutes. Un bon gestionnaire, un responsable du système de la santé prévoirait quelque chose dans le budget pour s'en payer un autre. Est-ce que vous avez prévu du budget pour ça? Parce que regardez, le problème de ce challenge, ça fait 12 ans. Une interprète, Charlotte Munich, qui travaille au centre de santé de Kuujjuaq depuis 12 ans, dit que ça fait 12 ans qu'elle voit la même chose. Fait que là, vous êtes en train de me dire que vous n'avez aucune solution parce que ça prendrait du temps pour changer ça. On va attendre un autre 12 ans. C'est comme ça. C'est ça, c'est de logique. Si c'était un enfant de Westmount, c'est ça qu'on ferait? Non, mais c'est réel. Non, c'est réel. C'est réel. On n'accepterait pas ça. Monsieur le député de Mercier. On dirait pas que... Monsieur le député de Mercier, s'il vous plaît, faites attention à vos propos. Ben non, qui pourraient être des propos blessants, qui pourraient être interprétés comme des propos blessants. Comment ça, c'est une question de différence de conditions de classe. De la prudence, monsieur le député de Mercier. C'est tout ce que je vous demande. Continuez. Je vais juste sauter un petit peu parce qu'il y a un peu de back and forth là-dessus. Mais je vais juste revenir ici pour qu'il puisse terminer. Il n'y en a jamais de problème dessous. S'il vous plaît, monsieur le député de Mercier, c'est le ministre qui a la parole. Monsieur le ministre, continuez, s'il vous plaît. Pour notre collègue, il n'y a jamais de problème parce que à Québec solidaire, c'est un exemple patent. Là. On identifie un problème, on y met un coup et voilà, bingo, c'est fini. Poudre de perlimpinpin. Oui, mais c'est parce qu'un gouvernement, c'est une sommation de situations individuelles comme celle-là. Et dans cette sommation-là, là, il y a une facture. La facture, elle est payée par les citoyens du Québec. Les citoyens du Québec paient déjà beaucoup d'impôts. Ils sont très heureux d'avoir le système de santé que l'on a. Et à un moment donné, il y a des arbitrages à faire. La solution pour le moment, M. le Président, c'est de garder en opération les 2 challengers, laisser le deuxième, celui qui n'emmène pas de parents pour des raisons purement techniques, en fonction, l'utiliser le moins possible, l'amener à la fin de cette durée de vie. Et lorsqu'on le remplacera dans quelques années, on le remplacera par un avion de niveau identique ou même meilleur que le Challenger le plus récent que l'on a. Ça, c'est la décision la plus rationnelle
qui est celle que nous avons prise aujourd'hui. Alors, minimiser la possibilité de ne pas transporter quelqu'un et faire un choix à l'intérieur de nos capacités budgétaires. Je comprends que mon collègue ne sera pas heureux de ce commentaire-là, mais c'est ça gouverner, et nous gouvernons. Merci, M. le ministre. Donc, je vais revenir à mon écran. Juste pour faire un genre de sommaire rapide, il y a quelques faits saillants, disons, de ce qu'il a dit que j'ai retenu. Il dit, à un moment donné, il y a des arbitrages à faire. Ça, c'est la décision la plus rationnelle que nous avons prise aujourd'hui. Et il dit faire un choix à l'intérieur de nos capacités budgétaires. Donc, juste pour mettre en contexte, quand on parle des capacités budgétaires, juste pour faire un rappel pour les gens qui ne connaissaient pas, en 2015, le gouvernement de M. Barrett avait en fait prêté $1 milliard à Bombardier pour les sauver, en fait, leur C-Series, qui depuis a été vendu à Airbus, en fait. Mais ce qui est important, c'est que Bombardier, c'est la compagnie, l'entreprise qui fait les Challenger. Donc, un des points qu'on avait fait à un moment donné, c'était que, au pire, on aurait pu demander à Bombardier de faire un petit don d'un avion si c'était vraiment ça l'enjeu. Mais en vérité, ce n'était pas ça l'enjeu. L'autre point, quand on parle de contraintes budgétaires, c'est que exactement en même temps que tout ça, la campagne Tiens ma main était en cours, le gouvernement avait octroyé des hausses salariales complètement ostentatoires, complètement injustifiables aux médecins, notamment les médecins spécialistes. Il y avait plusieurs d'entre nous qui se sont opposés à ça. Mais juste pour dire que le contraste était quand même assez impressionnant. Que d'un côté, pendant qu'on coupait les salaires ou les conditions des infirmières, c'était atroce en 2018. Les infirmières les proposaient, etc. On donnait des augmentations de salaire pour les médecins. Et en même temps, on disait qu'il n'y avait pas de budget pour pouvoir assurer que ces enfants puissent être accompagnés à travers le Québec lors d'évacuations aéromédicales. L'autre élément, puis j'en parle dans le livre, en fait, il y a tout un chapitre là-dessus, mais c'est aussi un peu hallucinant que l'ancien ministre de la Santé aurait pu parler des contraintes budgétaires et de ces enjeux-là dans le contexte où ces enfants-là, qu'on parle du nord du Québec, on parle des régions qui ont été à plusieurs égards dévastées par les projets hydroélectriques dans les années 70 qu'on connaît. Et en fait, en 2018, juste en 2018, Hydro-Québec a contribué des milliards de dollars au budget du gouvernement québécois. Donc, pour moi, il y avait quand même un genre de paradoxe assez malsain, en fait, de voir un ministre qui dit que pour cette pratique-là qui impactait de façon disproportionnée ces enfants-là, il n'y avait pas assez d'argent, tandis que le Québec profite des barrages électriques qui ont été mis sur leur territoire. Right? C'est quand même assez hallucinant. Anyway, ça, c'est un petit aparté. Pour revenir à l'enjeu principal, quelques jours après ce commentaire-là, il y avait cette mère d'un enfant qui a aussi été envoyée seule. Et elle aurait dit dans un reportage publié par Le Devoir, quand un enfant meurt dans un avion loin de ses parents, ça coûte combien ça? Puis je pense que c'est ça vraiment l'enjeu. On peut parler des questions financières et tout ça, mais la réalité, c'est ce qu'elle a dit, je pense, qui souligne vraiment l'importance d'avoir des enfants qui sont accompagnés.
quelques semaines plus tard, en fait, fin juin, enfin, il y avait une politique, vraiment une politique pour encadrer l'accompagnement parental qui est sorti par le gouvernement. On était très contents. On a eu un enfant tôt en juillet qui a été envoyé avec sa mère. Anyway, c'était vraiment encourageant. Mais dans les semaines qui ont suivi, on a constaté qu'il y avait plusieurs enfants, en fait, probablement la moitié des enfants qui étaient envoyés du Nord étaient encore envoyés seuls. Et en fait, cette famille-là a pris la parole pour dénoncer la situation. C'était un enfant qui a été envoyé, j'oublie, je pense que c'était de Chibougamau, mais j'oublie, mais est allé à Sainte-Justine. Puis les parents n'ont pas eu le droit de l'accompagner. Et donc, ça fait encore les manchettes. Ça, c'était en fin août. Donc, après ça, en octobre, depuis octobre 2018, en fait, les choses ont changé. Donc, la politique a vraiment été mise en place comme il faut. Et depuis ce temps-là, quasiment tous ces enfants-là, à travers le Québec, autochtones et non autochtones, ont le droit d'être accompagnés d'un proche, sauf des exceptions assez rares. Mais tout ça, la campagne, c'était vraiment une campagne de montagne russe. C'était malheureux parce que ça aurait pu être fait de façon très, très, disons, je ne dirais pas facile, mais au moins un peu plus respectueux, du moins. Mais c'était malheureusement pas le cas. Je vais partager une vidéo. Ça va être en anglais, donc si les personnes veulent la traduction vers le français, vous pouvez choisir l'option. C'est un reportage de 2 minutes, mais c'est très pertinent pour comprendre un peu ce qui est arrivé. Je vais juste le jouer. Prevented sick children from traveling with their parents aboard medevac flights has been widely criticized in Quebec. After recent pushback, the government yielded and promised to let parents on board. At a community event at this mosque, the health minister was asked why that hasn't happened yet. CBC obtained a recording of his response, where he guaranteed someone intoxicated will be kicked off of a flight in the next 6 months. Where someone will not be made not allowed to get on the plane. Why? Because no one agitated, drunk, under whatever influence would get on the plane. Any problems. That will not happen. That happens all the time. Those words led to a chorus of condemnation. To have comments like that by a minister is totally appalling and unacceptable. We're going to demand that the minister resign from his position. The head of an organization that represents Inuit in Quebec's north says he needs to apologize, and I don't think that will be enough. He needs to go. The trust is gone. Barrette backpedaled today, at first saying that people wrongly assumed he'd been talking about Indigenous people when he meant it more generally. Then, later, he offered this as an apology. I can understand the sensitivity of that and the reaction, and I apologize for that. I'm quite sorry about that, but at the end of the day, can we move on? The Premier is standing in solidarity with his health minister as the provincial election looms. I think he's sorry that his words have been interpreted that way. I suggest that we leave it there. Barrette did call the mayor of Kuujjuaq to apologize. The mayor says he does not accept the apology. He's demanding that the minister resign immediately. Jayla Bernstein, CBC News. Donc, je vais revenir à la présentation. Il y a plusieurs raisons que je partage ce reportage-là. Puis des fois, c'est un peu difficile de savoir où commencer.
Mais juste pour dire que ça a vraiment fait les manchettes, ces commentaires-là. Ça ferait la une de plusieurs journaux. C'était les chroniqueurs en parlaient. Ça a fait, même on peut voir dans Le Devoir, il y avait cette image parlant de ce qui est arrivé. Ce qui est important à noter, c'est qu'on a entendu les propos de le chef Ghislain Picard et aussi de Charlie Watt de Makivik. Mais il y avait aussi d'autres personnes qui avaient pris la parole pour dénoncer les propos de l'ancien ministre Barrette, qui a dit en fait qu'il pouvait garantir qu'il y aurait une famille qui ne pourra pas accompagner leur enfant pour cause d'être intoxiqué. Et puis, il pouvait garantir que ça allait arriver dans les prochains 6 mois, que ça arrive tout le temps. Donc, Cindy Blackstock, elle avait dit qu'elle était déçue de la surgénéralisation de sa déclaration. Ellen Gabriel, dans Le Devoir, a dit « c'est du racisme et du colonialisme à son meilleur ». Tunu Napartuk, qui était le maire de Kuujjuaq à ce moment-là, n'avait pas accepté ses excuses. Et puis, il parlait du fait que ça renforçait les stéréotypes et qu'en ne parlant pas du racisme que les communautés autochtones subissent, on donne pratiquement la permission aux gens de continuer. Romeo Saganash, qui était avec le NPD à ce moment-là, au fédéral, avait dit « les stéréotypes qu'il exprime sont enracinés dans la violence coloniale ». Et il parlait des idées racistes et coloniales d'un élu, parlant de l'ancien ministre Barrette. Et Viviane Michel, la présidente des femmes autochtones du Québec, avait aussi dit quelques jours plus tard, les propos du ministre étaient lourds de préjugés et démontrent que la discrimination est omniprésente au sein même du gouvernement. Et on a entendu quelques propos du chef Picard dans le reportage, mais l'APNQL avait aussi émis un communiqué. Puis dans le communiqué, ça parlait des racines très profondes de la discrimination et des préjugés envers les peuples autochtones. Puis il a posé une question très importante. Il a dit jusqu'à quel point les préjugés du ministre influencent la livraison des essentiels services sociaux et de santé aux membres des Premières Nations et aux Inuits. Puis ça, pour moi, c'est très important. Vous savez, j'ai vu dans le chat, des gens disaient qu'ils n'aimaient pas l'ancien ministre de la Santé qui est en Barrette, mais mon but ici, ce n'est pas de le viser ou de le cibler. Pour moi, ce que je veux montrer avec toute cette histoire-là, c'est que quand une personne a des préjugés racistes, et puis cette personne-là a du pouvoir, ça peut avoir des effets très néfastes qui peuvent perpétuer les injustices dans le domaine de la santé. En fait, c'était une des raisons pour laquelle j'ai écrit le livre. C'était qu'en dépit de toutes ces sorties des communautés autochtones pour revendiquer sa démission, en fait, il n'a pas été démis de ses fonctions. Il a terminé son mandat jusqu'en octobre 2018. Puis pour moi, une question qui me revient à ce jour, c'est si à ce moment-là, en 2018, juillet 2018, il y avait un message qui était envoyé très clair en le forçant de démissionner. Est-ce que ça aurait pu éviter ce qu'on a vu en septembre 2018? C'est-à-dire est-ce qu'en disant ce qu'il a dit, est-ce que ça donnait la permission aux personnes qui travaillent dans le domaine de la santé de se sentir à l'aise, d'avoir ces préjugés aussi? C'est une question, évidemment, qu'on ne va pas avoir une réponse. Mais si vraiment il y avait la tolérance zéro pour le racisme dans le domaine de la santé, c'est sûr qu'il aurait dû être démis de ses fonctions. Dans le reportage, on a vu, à un moment donné, suite à une question d'un journaliste, il dit « At the end of the day, can we move on? » À la fin de la journée, est-ce qu'on peut continuer avec la vie? Et ça m'avait choqué aussi, parce que la réalité, c'est qu'on ne peut pas simplement
juste continuer comme si de rien n'était, en fait. Et la raison, c'est qu'il y a des effets des politiques coloniales et génocidaires depuis des années, des décennies. Et puis même quand on parle de la santé en particulier, il y a des politiques qui existent depuis longtemps qui ont des effets néfastes pour la santé. Au Canada, puis ça, c'est tiré de mon livre, mais puis c'est juste quelques exemples. Quand on parle de la mortalité infantile pour les Inuits, c'est 3 fois plus élevé que celui des nourrissons non autochtones. Le taux de mortalité des jeunes de 10 à 19 ans avec le statut autochtone est au moins 2 fois plus élevé que la moyenne canadienne. Et chez les filles autochtones âgées de 15 à 19 ans vivant dans les réserves, ce taux est presque 5 fois plus élevé. Donc, on voit que c'est quand même assez grave. Et puis même au Québec, puis encore, je donne juste quelques exemples. Quand on parle encore des enfants du nord du Québec, Cris et Inuit, on peut voir que ces enfants-là sont entre 3 et 6 fois plus à risque de décéder dans la première année de vie comparé aux autres enfants du Québec. Donc, c'est quand même assez grave. Et puis ça revient aux déterminants structurels de la santé. C'est-à-dire, ce sont en lien avec les politiques à grande échelle qui sont en place, qui ont des conséquences très graves quand on parle encore des questions de logement, quand on parle des questions de politique d'éducation, de santé. Tout ça vont avoir des effets très néfastes pour la santé des communautés autochtones. Donc, maintenant, je vais parler un peu du concept du colonialisme médical. Dans le livre, je propose une définition, une culture ou une idéologie enracinée dans un racisme anti-autochtone systémique et faisant appel à des pratiques et à des politiques médicales pour établir, maintenir ou faire avancer un projet colonial génocidaire. Et quand j'utilise le mot génocidaire, je l'utilise vraiment de façon intentionnelle. Dans le livre, j'utilise l'article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de l'ONU pour diviser plusieurs chapitres en donnant des exemples. Donc, je vais donner quelques exemples. Donc, acte 1, meurtre de membres du groupe. Ici, je parle des pensionnats autochtones au début du 20e siècle. En fait, et puis, il y avait un rôle joué par le médecin dans tout ça, en fait. Donc, ce qu'on sait, c'est que ça, c'était un rapport qui a été fait par Dr. Bryce. Ça a été publié en 1907. Puis ça parlait des taux de mortalité dans les pensionnats autochtones. Dans certaines écoles, les enfants, il y avait 25% des enfants qui décédaient. Dans une école avec des statistiques fiables, il y avait au-delà de entre 65 et 70% des élèves qui sont décédés après avoir transité dans cette école-là. Et puis, ce qui est important à retenir, c'est que les médecins, il y avait quand même des médecins qui étaient impliqués là-dedans, les médecins avaient le pouvoir de soit interdire aux enfants qui avaient la tuberculose de rentrer dans ces écoles-là, parce que la cause, souvent, c'était la tuberculose de décès. Et de l'autre côté, il y avait aussi l'enjeu que les enfants qui étaient en bonne santé, ces médecins auraient pu dire « Ah non, il y a une éclosion dans ces écoles-là de tuberculose, donc on ne va pas laisser entrer des enfants en santé pour éviter que ça propage la tuberculose. » Mais les médecins n'ont pas fait ça. Et donc, du coup, on a vu qu'il y avait des ravages en lien avec la tuberculose pour des années, voire des décennies pour ces enfants-là et dans leur communauté après aussi. 2, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Donc, dans ce chapitre-là, je donne plusieurs exemples, mais un des exemples,
ça parle des expérimentations qui ont été faites portant encore sous les pensionnats autochtones, notamment 6 écoles avec à peu près 1000 d'enfants qui étaient impliqués de force dans ces études-là. Puis, ces études-là, c'était mené par des scientifiques, des médecins qui voulaient voir les effets de la malnutrition sur les enfants. Et donc, on modifiait leur alimentation et en faisant ça, on voyait dans certaines écoles, est-ce que si on donne des vitamines, des suppléments, est-ce que ça change la donne pour la santé des enfants? Quand le problème sous-jacent, c'était que l'alimentation dans ces écoles était atroce. Puis les familles le savaient, le disaient à n'importe qui voulait l'entendre. Donc voilà, ça c'était quand même assez grave. Et puis comme j'ai dit, c'était les médecins puis les nutritionnistes d'ailleurs qui étaient à l'avant-plan de ces projets-là. Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe. Ça, c'était un documentaire, The Cure Was Worse, par Épitienne. Puis, ce dont on parle dans ce chapitre-là, dans le chapitre du livre, je donne l'exemple des hôpitaux indiens, Indian Hospitals. À son plus haut niveau, il y avait 20 hôpitaux à travers le Canada avec 2000 lits. Et donc, ces enfants-là, en fait, il y avait des autochtones de tout âge, mais il y avait aussi des enfants. Et puis souvent, ces enfants-là étaient sortis de leur famille, puis passaient, dans certains cas, jusqu'à 2 ans et demi, par exemple, pour des traitements de tuberculose dans ces hôpitaux-là. Maintenant, il y a un recours devant les tribunaux par rapport à ces hôpitaux-là, qui était vraiment un système de ségrégation raciale évident. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y avait des abus physiques, il y avait des abus sexuels, il y avait des abus psychologiques, émotionnels dans ces hôpitaux-là. Donc, ça, c'est un des exemples dont je parle. Et puis encore, ça, ce n'est pas des anecdotes parce qu'on parle de centaines, voire des milliers d'enfants qui ont été impactés. Le 4e acte, mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. Donc ça, on parle de la stérilisation forcée des femmes et des filles autochtones à travers le Canada. En fait, en Alberta et en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique, il y avait des lois même entre les années 1920 et 1970 pour en fait, faciliter la stérilisation forcée. Et donc, les femmes autochtones et les filles autochtones étaient impactées de façon disproportionnée. Ce n'étaient pas des actes qui visaient spécifiquement les Autochtones, mais c'est sûr que les femmes et les filles autochtones étaient impactées de façon disproportionnée. Puis, dans les autres provinces, il y avait des pratiques informelles. Et puis, c'est la même chose au Québec, en fait. Jusqu'à maintenant, on sait vraiment peu. Mais il va avoir très bientôt un projet qui va être lancé sur cet enjeu-là, très important, pour démontrer de façon, en fait, qui va nous démontrer que c'était une pratique qui existait au Québec et à plusieurs égards, ça existe jusqu'à récemment aussi. D'ailleurs, il y a un recours au niveau du Canada sur cet enjeu-là. Et puis, dans ce recours-là, il y a eu des cas jusqu'en 2018. Donc, ce n'est pas quelque chose simplement d'un passé lointain. Enfin, 5e acte, transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Ici, on parle à gauche de l'histoire des Inuits qui ont été évacués par force pour la tuberculose dans les années 40, 50 et 60 par bateau, le C.D. Howe, envoyé vers le sud et puis après ça, envoyé dans les hôpitaux indiens et les sanitaires.
Et des enfants étaient envoyés de cette façon aussi. Dans certains cas, les enfants ne sont jamais revenus. Puis il y a certaines familles qui ne savent pas qu'est-ce qui est arrivé à ces enfants-là. À droite, on voit des reportages qui ont été faits par la journaliste Anne Panasuk pour Enquête en 2015, 2017 et 2019. Ce qu'elle a démontré, en fait, elle a pu parler des histoires des plusieurs communautés autochtones qui encore ont pris la parole courageusement sur ces enjeux-là. On parle des nations Atikamekw, des nations Innu, des nations Algonquins aussi. Et puis, dans ces cas-là, les enfants, il y a eu dans les années 50, 60 et 70 des enfants qui ont été évacués par avion vers les hôpitaux du Sud au Québec. Et ces enfants sont disparus dans le système de la santé. Dans certains cas, les enfants sont décédés. Dans d'autres cas, les enfants ont été adoptés ou mis sous tutelle de la protection de jeunesse. Et encore, à ce jour, en fait, d'ailleurs, il y a une association, l'association Awashok, qui vient d'être mise en place il y a quelques mois. C'est un regroupement de familles de ces personnes-là qui sont disparues quand ils étaient jeunes. Et l'association Awashok veut des réponses à leurs questions, à savoir qu'est-ce qui est arrivé à ces enfants-là. Donc, encore, ça, c'était un enjeu qui persiste. D'ailleurs, il y a un projet de loi, je crois que c'est le projet de loi 79, qui était en étude il y a quelques semaines. Donc, encore, c'est quelque chose vraiment d'actualité qui est un enjeu pertinent. Et ces familles-là continuent de lutter pour savoir la vérité et avoir la justice. Donc, pour revenir à la campagne Tiens ma main et la pratique de non-accompagnement, quand on parle du colonialisme médical, un point que j'essaie de faire dans le livre, c'est qu'en n'agissant pas pour remédier à ces enjeux néfastes, la pratique de l'EVAC avait perpétué et institutionnalisé une forme de discrimination envers les communautés Cris et Inuits. Et puis même si la règle de l'EVAC n'avait peut-être pas cette intention initialement, c'est devenu la réalité sur le terrain. Et donc, évidemment, cette directive avait duré des années, voire des décennies de trop, parce qu'il y avait beaucoup de résistance, de protestations des individus, des communautés autochtones par rapport à ça. Et ça n'a pas changé depuis des années. Le dernier quelques diapos que j'ai, je vais parler un peu de la question de culture, parce que ça, c'est très important à ce jour. Et puis, c'est quelque chose, j'espère, qu'on va aborder pendant l'enquête du coroner. Mais la culture médicale, c'est quelque chose qu'il faut vraiment confronter, en fait. Donc, je vais utiliser une citation de Murray Sinclair. Murray Sinclair, la plupart d'entre vous peut-être connaissent. Il est Anishinaabe, je crois. Il a présidé la commission Vérité et Réconciliation. Il est un ancien juge. Il vient de prendre sa retraite du Sénat très récemment. Puis lui, il dit « J'aime toujours à dire que le racisme systémique et le racisme qui reste après qu'on s'est débarrassé des racistes. » Et je pense que c'est très parlant comme concept, parce que ça nous aide à comprendre que, oui, évidemment, à un moment donné, ça a pris des racistes, mais même s'il y avait zéro raciste maintenant, à travers les lois, à travers les politiques, à travers les pratiques, la réalité raciste peut persister et peut continuer d'avoir des effets néfastes. Donc, l'exemple que je vais donner puis que je donne dans le livre, c'est celui de William Osler. Les personnes du monde francophone, peut-être que tout le monde ne va pas le connaître, mais en fait, il y a quand même beaucoup de francophones dans le milieu médical qui le connaissent aussi. Mais c'est sûr que William Osler est plus connu, je pense, dans le monde anglophone plus. Il était né en Ontario. Il est en fait considéré comme le père du médecine occidentale.
il a eu il a fait ses études à McGill dans les années 1880-70. Après, il est allé aux États-Unis. Il était un des membres fondateurs de l'école de médecine de Johns Hopkins, évidemment de réputation internationale maintenant. Et puis après, à la fin de sa carrière, il était allé à Oxford. Donc, quand même quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence sur des générations d'étudiants et des résidents. Et à Montréal, par exemple, les gens ne savent pas peut-être, mais il y a une rue qui est nommée après Osler. En médecine, il y a plusieurs maladies ou des trouvailles d'examens physiques qui sont nommées après Osler. Il y a toutes des sociétés Osler à travers le monde, en fait. Donc, c'est vraiment un personnage très connu dans le monde. Mais ce que les gens ne savent pas autant, puis d'ailleurs, la verre que j'ai, c'est en fait du Sir William Osler Society que j'avais reçu quand j'étais un étudiant en médecine. Donc, juste pour dire qu'à McGill, ça continue de promouvoir sa mythologie un peu. Mais ce qu'on ne sait pas autant, c'est qu'il avait fait plusieurs propos racistes, notamment des propos contre des Autochtones aussi. Donc, même si lui, il n'est pas là, les conséquences de ce qu'il a fait existent à ce jour. Puis l'exemple que je donne, c'est que, puis malheureusement, en fait, moi, j'ai appris ça qu'après que j'ai écrit le livre, parce que je n'ai pas pu inclure ça dans le livre. Mais Osler avait pris 4 crânes de personnes autochtones et puis les avait amenés en Allemagne pour donner à un de ses mentors dans les années 1880-90, je crois, Rudolf Virchow. C'est juste récemment, après qu'il y a 2 médecins à Toronto puis une historienne à New York qui ont commencé à creuser là-dessus, qu'ils ont pu trouver ces crânes-là de ces personnes autochtones. Et donc, cette personne-là qu'on voit, Rick Hill, qui est de Six Nations, est en train d'essayer de rapatrier ces restants. Ce qui est quand même assez hallucinant que 100 ans plus tard, on est encore là. Juste dans le côté éducation, culture encore, ça c'est une image courtoisie d'un ami d'un ami, donc je le remercie, Hunter DeWash. Mais ça démontre la loi sur les Indiens, en fait, pour des années, voire des décennies, ça forçait les personnes autochtones à choisir leur statut autochtone ou faire la médecine, faire le droit. C'est-à-dire que si on était autochtone dans les années, disons, 1920, 30, et puis on voulait être médecin, on ne pouvait pas garder notre statut autochtone. Et à ce jour, ça a des effets. Donc, ça, c'est deux articles qui ont été publiés. Celui à gauche, c'était en 2001, puis celui à droite, c'était en 2011. Puis, ce sont des études pour voir un peu la démographie des écoles de médecine au Canada. Et on voit que les Autochtones sont sous-représentés de façon assez grave. Et puis ça continue à ce jour. Même dans le milieu clinique, on voit, ça c'était des études qui ont été faites aux États-Unis, que ça c'est plus avec les enfants noirs. Quand on parle de la gestion de douleur pour les enfants qui ont une appendicite, les enfants qui sont noirs sont moins traités pour la douleur que les enfants qui sont blancs. Et encore aux États-Unis, il y a eu des études qui ont été faites pour voir si la façon dont on fait le triage peut varier selon notre couleur de peau ou ethnicité. Et puis, ce que ça a démontré, c'était que les Autochtones, les enfants noirs, en fait, pour exactement le même tableau clinique, allaient être traités comme si c'était des cas moins graves, même dans le monde pédiatrique. Au Canada, c'est un peu plus difficile parce qu'on
ne collecte pas ces données-là pour l'instant, mais c'est clair qu'il y a plusieurs personnes qui font des recherches là-dedans qui disent que les enfants autochtones sont sous-traités aussi quand on parle de leur douleur. Donc, tout ça pour revenir à la question de culture, puis je vais terminer sur cette phrase-là, qui est un courriel en fait qui a été envoyé par une ancienne résidente en pédiatrie. Elle était très contente de voir la campagne qui était sortie en 2018, puis elle m'a écrit pour dire « Je ne compte même plus le nombre de fois où pendant ma résidence, je me suis trouvée dans une situation où cette politique touchait un enfant que je soignais. Nous savions que c'était la règle, nous savions que c'était horrible, et pourtant, nous continuions comme si de rien n'était. » Et en fait, l'enjeu avec le livre, c'est vraiment d'assurer que nous ne pouvons plus continuer comme si de rien n'était. Et je pense que, comme Marissa a dit avant, après la publication du livre en anglais, 4 jours après, en fait, c'était le 28 septembre quand le décès de Joyce Echaquan a été constaté. Et puis, je pense que c'est tellement important de soutenir les communautés autochtones et leurs revendications pour que les choses changent. À gauche, on voit une image avec un des enfants de Joyce Echaquan qui tient la photo de sa mère. Puis on peut comprendre peut-être avec juste cette image-là comment un décès peut avoir un effet sur une génération dans une communauté, puis à travers des générations, puis à travers les communautés aussi. Et donc, l'image à droite, c'est une image plus pour inspirer, en fait, pour reconnaître la manifestation qui a eu lieu quelques jours après le décès de Joyce, qui était organisée par les différentes communautés autochtones à Montréal. Puis il y avait des milliers et des milliers de personnes. Je suis convaincue que si ce n'était pas pour la pandémie, on serait des dizaines et des dizaines de milliers dans les rues. Et puis, c'était très clair qu'à ce moment-là, on voulait soutenir les revendications de l'autodétermination, la souveraineté des peuples autochtones. Et dans ce volet-là, je vais terminer là-dessus, je pense qu'avec toutes les nouvelles qui vont sortir dans les prochains jours et prochaines semaines dans le contexte de l'enquête, je encourage tout le monde d'essayer d'adopter le principe de Joyce dans vos lieux d'études, vos lieux de travail. Ça va au-delà des soins de santé. Il faut vraiment absolument dénoncer, reconnaître et dénoncer le racisme systémique et vraiment assurer d'adopter le principe de Joyce dans un délai. En fait, on aurait dû le faire hier. C'est impératif que ça se fait aussitôt que possible. Merci beaucoup. Merci énormément, Samir, pour cette présentation. Moi, je t'écouterais parler. En plus, c'était très dynamique. Là, je t'écouterais parler pendant des heures sur ça. Merci beaucoup. Avant de passer à la période de questions, on a quelques petites informations à vous transmettre. Donc, déjà, je veux commencer par remercier nos 2 interprètes, Claudia et Myriam, qui ont fait un travail exceptionnel ce soir pour la traduction tant du français vers l'anglais que de l'anglais vers le français. Donc, merci beaucoup. Merci, Samir, à toi d'avoir partagé avec nous tes expériences et tes connaissances. Merci à Amnesty et à la Ligue, en fait, pour qui je travaille aussi pour avoir organisé cet événement-là. Merci à vous qui avez été assez actifs dans le chat aujourd'hui. Merci aux personnes qui travaillent dans l'ombre aussi. Donc, je pense à Linda, Dominique, Martine, Anna, qui ont aidé à l'organisation. On peut vous parler un petit peu de nos organisations, la Ligue puis Amnesty. Donc, la Ligue des droits et libertés, c'est une organisation qui aura bientôt 60 ans. Elle a pour objectif de viser à faire connaître et à défendre l'interdépendance des droits, selon ce qui est reconnu dans la Charte internationale des droits. Donc, elle va intervenir auprès de différentes instances et faire des activités d'information et de formation, de sensibilisation, par exemple.
Et le 19 mai prochain, la Ligue va lancer une brochure sur le droit à la santé pour parler de reprise en main du système de santé collectif. Donc, ça serait un peu dans le même thème que ce qu'on a abordé ce soir. Donc, je vous invite à aller regarder ça. Le lien devrait être mis dans le chat. Également, je vous invite à aller consulter un carnet qui a été publié en novembre dernier sur la gestion de la pandémie au Nunavik, dans lequel la mairesse de Puvirnituq raconte la mise en place des mesures sanitaires dans sa communauté pendant la pandémie de COVID-19. Je vais peut-être laisser Marissa vous présenter Amnesty. Oui, tout à fait. Merci à Catherine et je fais écho à tous les remerciements déjà faits. Donc, je voulais juste attirer votre attention à 2 actions en ligne sur le site web d'Amnesty International Canada francophone. En fait, les 2 Amnesty Canada. Dans le cadre de notre travail sur la défense des droits des peuples autochtones et notre campagne contre le racisme systémique plus largement, nous avons développé une pétition contre le racisme systémique envers les peuples autochtones avec plusieurs revendications que vous pouvez aller voir sur la page pour démanteler les structures racistes touchant les peuples autochtones au Québec et au Canada. Donc, je pense qu'Anna va aussi partager le lien dans le chat. Donc, je vous invite à signer la pétition. Aussi, pour sa part, la section anglophone d'Amnesty International Canada a une action en ligne contre la stérilisation forcée des femmes autochtones que je vous invite à signer également. Et je profite de l'occasion pour mentionner qu'Amnesty International fête également ses 60 ans cette année. Donc, pour souligner l'anniversaire, nous publions une version spéciale, une édition spéciale de notre magazine Agir. Il s'agit d'une édition de 60 pages pour les 60 ans. Il y aura un dossier spécial sur le racisme systémique avec, entre autres, un texte de Dr. Shaheen Hussein. Donc, si vous aimeriez avoir une copie papier du magazine, vous pouvez en commander en pré-vente dès maintenant sur notre site web qui va aussi être partagé dans le chat par ma collègue Anna. Donc, merci de passer à l'action avec nous et merci pour votre soutien. Et de retour à toi, Catherine. Merci, Marissa. En fait, avant de continuer aussi, je vais vous parler du livre de Samir, donc du Dr. Shaheen Hussein, qui est publié en anglais depuis l'automne dernier et en français depuis février. Donc, en anglais, Fighting for a Hand to Hold, en français, pour plus aucun enfant autochtone arraché. Je vous invite vraiment à aller le lire. Ça va encore plus loin que ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, évidemment, Samir ne pouvait pas parler de tout en 1 heure, mais je vous invite à vraiment aller approfondir le sujet. Le livre peut se trouver facilement sur le site leslibraires.ca si vous voulez le commander en ligne pour aller le trouver dans une librairie indépendante près de chez vous. Et le lien du livre, je crois qu'il vient d'être ajouté dans le chat aussi. Donc, on pourrait passer à la période de questions. J'ai vu qu'il y a plusieurs questions qui sont rentrées déjà. Samir, tu as parlé brièvement du principe de Joyce à la fin de ta présentation. On a eu plusieurs commentaires qui nous demandaient de parler aussi peut-être du principe de Jordan. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Est-ce que tu es familier avec ça et tu pourrais nous élaborer sur la question, s'il te plaît? Oui, donc je suis familier, mais je ne suis certainement pas un expert là-dessus. Mais le principe de Jordan... en fait, le principe de Jordan a un peu inspiré le principe de Joyce. Le principe de Jordan, c'était en lien avec un enfant qui était né, je crois, de la communauté Norway House. Jordan avait, j'oublie le nom de la maladie, mais il était né avec une maladie congénitale qui le forçait à rester à l'hôpital pour des soins depuis sa naissance. Ceci étant dit, après qu'il avait quelques années de vie, il aurait pu sortir de l'hôpital, mais il avait besoin de soutien médical, de l'équipement. Ce qui est arrivé, c'est que les gouvernements de la province et le gouvernement fédéral, les deux se renvoyaient la balle par rapport à qui allait payer pour ces soins-là. Et donc, du coup, Jordan est resté à l'hôpital jusqu'à l'âge de 5 ans et puis il est décédé là-bas sans avoir pu retourner hors de l'hôpital, en fait, sans avoir pu retourner avec sa famille hors de l'hôpital. Et donc, dans ce contexte-là, l'idée avec le principe de Jordan, en fait, Cindy Blackstock est une des personnes qui milite là-dessus depuis des années.
c'est pour assurer qu'il n'y a pas ce type de niaisage entre les gouvernements et que la juridiction qui est comme la première à recevoir un enfant autochtone doit payer, et puis après, ils pourront comme s'arranger pour décider de la facturation après, mais ça ne devrait pas être l'enfant qui paye le prix. Dans le rapport de la commission Vien, en fait, une des recommandations, si je me souviens bien, c'était que le principe de Jordan doit être aussi mis en place au Québec, et en fait, il allait même au-delà de ça, puis disait que ça devrait être étendu même pour les adultes. Donc voilà, dans ce contexte-là, je sais que Cindy Blackstock avec le First Nations Child and Family Caring Society puis l'Assemblée des Premières Nations lutte encore sur cet enjeu-là parce qu'il y a eu plusieurs décisions du Tribunal des droits humains du Canada qui étaient d'accord avec leur plainte. Et en fait, le Canada n'a toujours pas donné suite comme il faut à ces recommandations. Donc, c'est une lutte qui malheureusement continue parce que ça aurait dû encore être réglé il y a longtemps. Je ne sais pas si ça aide un peu. Puis peut-être je suis sûr que peut-être qu'il y a des personnes qui sont ici en assistance qui seront plus que moi là-dessus parce que je ne prétends pas comme être expert là-dessus. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ont mis des liens pour des documentaires ou des fiches de réflexion sur la question dans le chat. Puis des gens nous demandent si les liens vont être disponibles par la suite. On pourra s'arranger pour les garder puis vous les envoyer aux participants par la suite. Mais puis exactement, je pense que la distinction avec le principe de Joyce n'est pas très claire pour tout le monde. Est-ce que tu pourrais aller peut-être détailler là-dessus? Oui, donc je pense que l'inspiration, c'était une inspiration, disons, je pense, philosophique, dans le sens comme le principe de Jordan pour le principe de Joyce. Le principe de Joyce, c'est un document qui est vraiment extrêmement bien élaboré. En fait, il y a 6 volets dans le principe de Joyce à plusieurs niveaux. Donc, il y a un volet pour le gouvernement du Canada, il y a un volet pour le gouvernement du Québec, il y a des volets pour les établissements de la santé, il y a un volet pour le milieu de l'éducation, etc. Et donc, dans tous ces volets, en fait, ils ont plusieurs recommandations à ce qui serait important à faire pour pouvoir assurer que les personnes autochtones vivant au Québec puissent accéder aux soins de santé de façon équitable et en dignité, en fait. Donc, puis Linda, je vient de mettre un lien. Donc le lien, ça va décrire un peu plus. Le document, ce n'est pas très long à lire, c'est une dizaine de pages, mais comme je dis, c'est très bien articulé. Et donc, j'encourage vraiment les gens de le lire et d'essayer de le promouvoir dans vos réseaux, dans vos établissements, dans vos groupes d'études aussi. Super, merci Samir. Puis, il y a beaucoup de questions qui ont, surtout au début, tu parlais beaucoup d'inaccessibilité aux communautés dans le Nord, par exemple. Il y a eu beaucoup de discussions dans le chat et des questions qui nous ont été posées sur comment améliorer la situation. Est-ce qu'il suffit de construire des infrastructures pour ajuster des hôpitaux, ajouter des routes, améliorer les ressources qui sont données dans les CIUS dans les communautés nordiques? Est-ce que tu as des pistes de solutions que tu pourrais partager avec nous? Mais ouais, tu vois, pour moi, les pistes de solutions sont en fait les pistes qui ont déjà été recommandées par des communautés autochtones depuis des années. Hein. Donc, dans le livre, j'utilise j'ai beaucoup de références, évidemment, mais je me fie sur le Royal Commission for Aboriginal Peoples, qui a été un rapport de la Commission royale pour les peuples autochtones qui a été publié en 1996. Je parle de la Commission Vérité et Réconciliation,
commission qui a été déposée en 2015, de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées qui a été déposée en 2019 et la commission vient. Donc, dans tous ces rapports-là, il y a des volets santé aussi. Et donc, pour moi, on dit ça toujours, les solutions sont déjà connues. L'enjeu, c'est vraiment de pouvoir les mettre en place. Mais l'autre enjeu aussi, ce qui est important à reconnaître, puis j'espère que mon livre a aidé un peu pour ça, c'est que quand, par exemple, tu poses la question infrastructure, l'enjeu, c'est que quand on parle des infrastructures, il y avait des décisions politiques qui ont été prises de façon très intentionnelle dans les années 40 et 50 pour assurer, par exemple, qu'il n'y a pas des hôpitaux dans le nord du Québec. Et donc, ces effets, on les voit, les conséquences, on les voit à ce jour. C'est la même chose avec quand on parle des admissions dans les hôpitaux. En fait, dans les années 40 et 50, une des idées, c'était que les hôpitaux ou les cliniques dans le Nord devraient être, les personnes qui y travaillent devraient être des communautés. Mais on sait à ce jour-ci que, par exemple, en Nunavik, la plupart des personnes qui travaillent comme dans le domaine de la santé, comme infirmières, comme médecins, ne sont pas autochtones. Et donc, c'est un enjeu qui persiste. Et donc, vraiment, mais ça aussi, le principe de Joyce, ça parle de ces enjeux-là. Donc, si on adopterait demain le principe de Joyce, ça voudrait dire qu'on prendrait un engagement qui serait très pertinent pour vraiment pouvoir changer la donne dans un futur rapproché et aussi dans un futur plus sur le long terme. J'ai une petite question qui est plus à titre personnel. Quelqu'un a demandé, quelqu'un a mentionné que l'échange entre Gaétan Barrette et Amir Kadir l'avait vraiment frappé vu que les deux, c'est des médecins. Toi, en tant que médecin, comment tu as réagi quand tu as entendu un confrère qui minimisait l'importance de l'accompagnement des enfants malades? Oui, ça, c'est une bonne question. En fait, c'est une des raisons que, puis en fait, j'aurais dû en parler, mais les propos qu'il a faits, j'aurais dû souligner qu'il l'a fait comme ministre de la Santé, mais il l'avait aussi fait comme médecin, comme radiologiste, comme ancien président de la Fédération des médecins et des spécialistes du Québec. Donc, c'est clair que c'est choquant. Comme j'ai dit, je ne veux pas nécessairement ou forcément diaboliser une personne, parce qu'en faisant ça, ça tombe un peu dans le jeu de ce que la CAQ est en train de faire maintenant. C'est-à-dire pour dire qu'il y a des pommes pourries, puis tout ce qu'il faut faire, c'est d'enlever ces pommes pourries-là. Mais le problème avec ça, c'est que ça évite complètement la discussion par rapport à la culture toxique qui existe au sein de la médecine. Puis j'ai vu dans le chat, quelqu'un avait dit que ce ne sont pas juste les médecins, que les infirmières ont leur part à jouer, tout ça. Puis je suis d'accord, mais moi, je me sentais mal à l'aise de pointer le doigt aux infirmières et aux autres personnes qui travaillent dans le domaine. Moi, je suis médecin, donc je voulais vraiment mettre l'emphase sur ce que nous, comme médecins, on fait. Mais oui, mais c'était assez choquant qu'il aurait pu dire ça. Mais dans un sens aussi, peut-être que c'était utile parce qu'il a dit un peu tout haut ce que probablement beaucoup de personnes pensent tout bas. Et donc dans ce sens-là, c'était choquant, c'était certainement blessant pour les communautés autochtones qu'il a dit ça, mais peut-être que ça nous aide à voir que c'est vraiment comme le chef Justin Picard avait dit, que c'est vraiment cette pensée-là, ça infecte le système de la santé et aussi le ministre de la Santé et des Services sociaux. En fait, c'est ça, il faut voir que ce n'est pas un problème qui est individuel, que c'est pas le problème, ce n'est pas nécessairement Gaétan Barrette en soi, c'est vraiment le système. Quand on dit que c'est systémique, c'est vraiment ça, c'est plus grand que lui. Là. Exactement. Tu as parlé rapidement des avortements forcés, de stérilisation de femmes autochtones. Est-ce qu'on a des cas qui sont documentés ici, comme ceux qui ont été documentés par Françoise Vergès à l'île de la Réunion? Puis,
ça avant la décrimination des avortements en 1968. Est-ce que tu connais un peu le sujet ou voudrais-tu te prononcer là-dessus? Bien, ce que dans le livre, je mise beaucoup sur les lois en Alberta et puis en Colombie-Britannique. Je parle aussi des civilisations qui ont été faites dans les communautés inuites, notamment à Nunavut, parce que ça a fait un grand tollé dans les années 70. Mais l'enjeu au Québec, c'est que, puis vous vous souviendrez, quand tout ça a fait de nouvelles encore il y a quelques années, en fait, Karen Stott avait écrit ce livre « An Act of Genocide » en 2015, parlant de cet enjeu-là. En particulier. Et puis après ça, c'est quand il y a eu beaucoup de femmes qui ont sorti pour dire que ça m'est arrivé aussi, ça m'est arrivé aussi. Et dans ce contexte-là, il y avait tout un mouvement des femmes autochtones qui ont subi cette violence-là, qui ont revendiqué des changements. Et puis le gouvernement fédéral avait convoqué un groupe de travail là-dessus. Puis le Québec était la seule province, à ma connaissance, qui s'est retirée parce que le Québec a dit, ça c'était en 2019, le Québec avait dit que nous, on n'avait pas ce problème-là. Puis, en fait, Suzy Basile, professeure à l'UQAT, avait écrit une lettre ouverte à ce moment-là avec d'autres personnes pour, en fait, dire que c'est fort probable que même si ça n'a pas été documenté de la même façon, c'est fort probable que ces cas ont eu lieu ici. Donc, je vous dirais, conseillerais d'avoir un peu de patience, mais je peux vous dire que d'ici 2 semaines, en principe, il va y avoir des nouvelles par rapport à un projet qui va être lancé pour aborder ces enjeux de façon plus frontale au Québec. Mais ça va être fait de façon pour assurer que les femmes qui veulent parler vont se sentir sécuritaires, parce que ça, c'est un enjeu. Parce que historiquement, puis moi, j'en ai entendu parler de personnes qui ont subi au Québec, des femmes autochtones, qui ont subi des stérilisations forcées, mais qui ne voulaient pas dénoncer par peur de représailles. Donc, ça, c'est vraiment un enjeu significatif. Et puis, à ma connaissance, j'en ai entendu de cas très récents. Donc, encore, pour l'instant, ce n'est pas confirmé en guillemets, mais je crois que ça va l'être assez bientôt dans les prochaines semaines, voire des prochains mois. Super, puis on pourra s'assurer de suivre ça puis relayer l'information nos 2 organisations. Et évidemment, peut-être aussi en parler avec Suzy Basile qui sera avec nous lors du prochain panel. Je termine avec une dernière question large pour toi. Est-ce que quand on parle de colonialisme, ça implique un colonisateur puis un colonisé? Est-ce que tu pourrais nous aider à définir ce que c'est chacun de ces 2 groupes-là? Qu'est-ce que ça implique d'être un colonisateur? Qu'est-ce que ça implique d'être un colonisé? Puis comment est-ce qu'on peut aider à défaire ces systèmes-là puis être des alliés aussi? Oui, ça, c'est une très importante question. Puis je vais, même si je milite sur ces enjeux-là depuis des années, c'est encore quelque chose où j'ai beaucoup à apprendre. Donc, peut-être qu'il va y avoir des gens qui sont ici avec nous qui vont vouloir rajouter ou corriger ce que j'ai à dire. En anglais, on a le mot « settler ». En français, la façon, je pense, la plus appropriée de traduire, d'ailleurs, le philosophe Alain Deneau le fait de cette façon, c'est de dire colon. Et donc, moi, au terme que tu utilises, moi, j'ajouterais une troisième, c'est colonisateur, colon et colonisé. Et dans l'optique de l'histoire des peuples autochtones, je pense qu'il faut le voir dans ce volet-là. Et puis pour moi, ça me surprend toujours quand je vais être dans des réunions et puis on va faire, comme on a fait au début de cette séance-là, on a fait une reconnaissance territoriale où les gens vont dire nous sommes sur des territoires non cédés, mais ces mêmes gens, des fois, vont un peu se braquer quand on parle d'être colons nous-mêmes. Mais pour moi, côté vraiment juste simplement, de façon simplement intellectuelle, même si évidemment ça va beaucoup plus loin que ça,
si on est sur des territoires non cédés, on est quoi si on n'est pas colon? C'est vraiment juste une question un peu comme de logique. L'enjeu, évidemment, c'est que le mot colon, il y a beaucoup de connotations qui sont liées avec ça. Mais je pense que c'est quand même important de reconnaître que c'est ça. Puis ça que j'ai dit dans la présentation, moi, souvent, les gens vont me dire « Ah, mais toi, tu n'es pas colon, tu es immigrant. » Mais on peut être colon et puis on peut être d'une famille immigrante aussi. Donc, je pense que c'est important, mais l'autre élément, c'est aussi de peut-être penser de la façon dont on joue aussi le rôle de colonisateur. Donc, dans le passé, Alicia Tukiapik, qui va faire partie de la table ronde le 2 juin, qui vient de Nunavik, elle en a déjà dit dans les panels publics comment la colonisation du nord du Québec, c'est un phénomène assez récent. On parle des dernières 40, 60 années. Donc, quand on pense à ça, le rôle de colonisateur, c'est quand même là. Donc, et puis, dans ce contexte-là aussi, est-ce qu'on peut parler, quand j'ai parlé du projet hydroélectrique de Hydro-Québec, je pense que c'est clair d'une perspective des communautés autochtones, Cris et Inuits en particulier, que ça, c'est un projet colonisateur. Mais tout ça pour dire que je pense que c'est important de pouvoir avoir un sens de ces termes-là pour, comme tu dis, après ça, devenir des alliés, agir en solidarité avec les luttes des communautés autochtones pour l'autodétermination. Parce qu'un point que je voulais souligner, que je n'ai pas fait malheureusement durant la présentation, c'est que quand on a gagné, en guillemets, la campagne, ce n'est pas juste les enfants autochtones du nord du Québec qui ont bénéficié. C'est vraiment tous les enfants à travers le Québec. Et un des éléments qui est important, je pense, à retenir, c'est que quand, par exemple, on parle de la sécurisation culturelle dans le domaine de la santé, si on assure la sécurisation culturelle à travers le domaine de la santé, ça va être important pour les communautés autochtones. Mais ce changement de façon de penser pour le corps médical, pour les infirmières, etc., ça va en fait bénéficier à tout le monde, en fait, qui va vouloir accéder aux soins de santé. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Tout ça pour dire que je pense une approche pour décoloniser les soins de santé dans un volet de justice sociale, c'est pertinent pour tout le monde. Pour qu'on puisse avoir des relations saines avec les premiers peuples de ces terres. Merci pour la super réponse. Puis je suis sûre que de toute façon, au prochain panel, nos 5 invités vont pouvoir peut-être même détailler cette question-là pour nous. Justement, merci beaucoup pour la présentation, pour ton temps, Samir. Merci à tout le monde qui ont posé énormément de questions, qui ont vraiment participé activement. Et merci tout le monde. On vous invite en fait à venir assister au prochain événement qui aura lieu le 2 juin, encore une fois à 18h. Le lien va se retrouver dans le chat. Donc, n'écrivez pas merci tout de suite si vous voulez voir le lien. Et les 5 femmes autochtones qui vont venir discuter avec nous, ils vont partager leur perspective sur le colonialisme médical. Il s'agit d'Alicia Tukiapik, de Françoise Rupert House de l'association Awakak, de Raven Dumont-Maurice, de Suzy Basile et de Wanda Gabriel. Donc, ça va nous faire plaisir de pouvoir discuter avec ces 5 femmes-là encore une fois, de colonialisme médical avec leurs propres expériences ou expertise. Donc, je vous invite à venir y assister. Et là, je vois que le lien ne s'affiche pas dans le chat. Je pourrais vous l'ajouter. Et sinon, merci à vous, puis je vous souhaite une très belle soirée.